commencer. Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires et des décryptages. Aujourd'hui, 4 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est du Burkina Faso avec la tenue du Conseil supérieur de défense hier au palais de Kosiam. Nous parlerons de la déclaration de l'opposition politique sur la situation de la nation et de l'appel à une journée de protestation contre la gouvernance de la majorité présidentielle. En troisième position, nous allons parler de la polémique autour de la date du référendum constitutionnel annoncé par le président de la CENI. Et enfin, nous parlerons d'éducation avec l'opération de recensement des établissements d'enseignement scolaire qui a permis de découvrir l'existence de plus de 600 établissements scolaires non reconnus par l'État sur toute l'étendue du territoire. Et pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse. Il s'agit de Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour. Bonjour, Sayan. Nous avons avec nous Boukari Woba de Mutation. Bonjour. Sayan, bonjour. Avec nous également Kounjoro Gabriel Kambou de Afrique Femme TV. Bonjour. Bonjour. Et Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour à tous. Bonjour, Sayan. Merci en tout cas pour votre sollicitude. Alors, l'actualité, vous le savez, reste marquée par les attaques contre les forces de défense et de sécurité. Au cours de la semaine, 2 soldats burkinabés ont trouvé la mort dans l'est du pays. Rentrée de mission en vendredi, le président du Faso a tenu hier à samedi un conseil de défense avec la hiérarchie militaire. À l'issue de la rencontre, le président a rassuré, je cite, les dispositions seront prises non seulement pour éradiquer ce fléau qui a commencé à sévir à l'Est, mais également à neutraliser définitivement ceux qui tous les jours contribuent à tuer des Burkinabés. C'est une actualité que vous avez suivie. Alors, que pensez-vous de la situation sécuritaire à l'est du pays et de la tenue de ce Conseil supérieur de défense? Oui, Woba. Merci, Sayon. Il faut déjà saluer la tenue de ce conseil-là, qui intervient après un bon moment d'absence du chef de l'État et d'un certain nombre de membres de son gouvernement du pays, compte tenu du fait qu'ils étaient non seulement en congé, mais il y a aussi eu cette visite d'État en Chine, avec par moment l'impression qu'il y avait une certaine insouciance de la part de ces gens-là qui étaient hors du pays, pendant que le pays était pratiquement en deuil, même s'il n'y a pas eu un acte concret pour dire que nous étions en deuil. Donc, de retour de cette mission, si le chef de l'État a réuni aussitôt ce Conseil supérieur de la défense, on peut dire que c'est une très bonne chose parce que la situation nationale véritablement l'exigeait. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a eu exactement comme décision? C'est très difficile de le dire. Ce qu'on a pu entendre tout simplement, c'est que des mesures idoines, appropriées seront prises pour justement faire face à la situation à l'Est. Et par rapport à ça, moi, c'est déjà le temps du verbe qui me pose problème. Dans l'expression du chef de l'État, il a surtout utilisé le futur, donc des mesures qui vont être prises, c'est ce que vous avez dit également, à tous les niveaux. Donc on ne sait pas à partir de quand est-ce que ces mesures-là vont être prises. Est-ce que ces mesures ne sont pas prises par le Conseil supérieur de la défense pour qu'on puisse nous dire que des mesures sont prises dès maintenant pour que ça soit la mise en œuvre maintenant qui reste justement à engager, mais quand on nous dit que des mesures vont être prises, ça peut laisser penser qu'on est toujours dans la réflexion en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à la situation sécurité qui prévaut à l'Est. Or, de mon point de vue, il n'y a pratiquement rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, d'autant plus que c'est la même menace. Ce qu'on a connu au Sahel, aujourd'hui on vit la même chose à l'Est.
Et il y a peut-être des différences sociologiques, géographiques, qui méritent une certaine adaptation, mais nos forces de défense et de sécurité devraient être déjà assez prêtes pour pouvoir être déployées à n'importe quel point du territoire national. Sinon, chaque fois, il faut entrer au laboratoire, réfléchir longuement pour sortir les solutions idoines. Je pense qu'on sera toujours en retard par rapport à ces terroristes. Donc, il faut que déjà on soit prêt à pouvoir intervenir à tout moment et à n'importe quel point de notre territoire national. D'accord, oui, Bama. Que dire encore? Parce que le chef de l'État me demande encore de croire à sa parole, ce qu'on doit retenir. Il dit que on n'a qu'à être rassuré, des mesures seront prises. C'est le même refrain, comme toujours. Et ce fameux Conseil supérieur de défense, je me rappelle que la dernière fois qu'on a évoqué ça, c'était quand il y avait eu, je ne sais pas, il y avait quelle attaque où l'opinion était encore en ébullition. On a sorti ça comme une sorte de paravent pour un peu rassurer les gens. Aujourd'hui encore, c'est ce fameux conseil qu'on reçoit encore, on brandit comme la solution à la situation. Moi, je trouve que il n'y a rien de rassurant dans tout ça. Moi, en tout cas, je ne suis pas rassuré. Et surtout, même quand je regarde au sortir de ce conseil, quand je regarde les visages du chef de l'État lui-même, au chef d'état-major des armées, en passant par le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, le ministre d'État. Moi, quand je regarde tous ces visages, rien ne me rassure. Je ne lis que l'incompétence sur la plupart de ces visages. Il n'y a rien qui me rassure. Alors, non, je finis. Alors, quand je regarde tout ça, et j'écoute aussi ce que le chef d'État dit, je trouve qu'il est très en retard même par rapport aux citoyens lambda. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non, qu'on doit comprendre à travers ces attaques que c'est une sorte de harcèlement, une démoralisation. Non, ça va être tout ça, c'est pas ce qu'on attend. Le citoyen lambda le disait depuis qu'il était encore en Chine, c'est ce que les gens disaient ici. Donc, cette affaire-là, moi, je crois qu'on doit être plus sérieux. On doit être plus sérieux pour traiter le problème de façon sérieuse et mettre surtout les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Le ministre d'État, Simon Compaoré, il a été ministre de la Sécurité. En son temps, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a voulu critiquer cette situation, le ministre, il est lui-même malade. Qu'est-ce qu'il peut faire pour un pays qui a besoin d'être sécurisé? On nous a dit non, c'est le MPP qui a eu son pouvoir, taisez-vous, laissez-les gouverner, et à la fin, vous allez faire le bilan. Mais à la fin, si on nous tue tous, on sera où pour faire ce bilan-là? Ah non, il faut être plus sérieux que ça. Et donc, moi, je dis qu'il faut vraiment aller au-delà de ce qu'on nous dit d'habitude là. De ces histoires dont on va prendre les mesures là, on a trop entendu ça. Il faut des actions concrètes. Il faut des actions concrètes. Qui rassurent justement les Burkinabés. Oui, on va écouter Paul Miki sur cette question. Que, comme l'a dit Bama, c'est déjà entendu, c'est que l'on a entendu justement au sortir de ce Conseil supérieur de la défense nationale du Burkina. Ce qui est attendu, ce ne sont plus les promesses, ce ne sont plus les engagements exprimés de façon verbale, mais c'est plutôt des actions sur le terrain. Parce que récemment, on a été témoin, malheureusement, de beaucoup d'attaques répétées, notamment dans l'est du Burkina, à des intervalles assez réguliers, assez rapprochés. Et la situation commandait justement une action immédiate. Cette action a manqué. On pensait que justement on allait avoir cette action de l'armée nationale, en tout cas tout ce que l'on a comme bataillon, parce que nous sommes en guerre à l'est du Burkina, pour avoir ce mouvement de militaires au niveau de l'est pour rassurer non seulement les populations, et puis venir en renfort justement aux forces de défense et de sécurité qui sont sur place, parce que jusque-là, ce que l'on a constaté, quand il y a une attaque, ce sont ceux qui sont déjà sur place au niveau de Faran Gourma ou dans les provinces, c'est-à-dire les militaires et les policiers qui font le déplacement. On n'a pas vu cet élan qui vient de l'État central. Maintenant, il faut peut-être saluer la tenue de ce Conseil national de la défense parce qu'on imagine quand même qu'il faut réfléchir sur les actions. Mais ce qui a été dit à l'issue, là, comme l'Agibama l'a dit, c'est vraiment du déjà entendu. On attendait beaucoup plus que ça de la part d'un Conseil supérieur de la défense nationale. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut désormais qu'on réfléchisse sincèrement sur ceux qui sont à la tête des départements stratégiques en ce qui concerne la sécurité et la défense nationale. C'est vrai que le chef de l'État avait dit qu'il ne voudrait plus voir de militaires dans son gouvernement, et c'est son choix stratégique à lui,
Mais aujourd'hui, on est obligé de se poser un certain nombre de questions. Un civil à la tête du ministère de la Défense nationale, est-ce que ce n'est pas un problème? Également au niveau du ministère de la Sécurité, je ne sais pas si le ministre Clément a été commissaire de police, quelque chose comme ça, mais toujours est-il que, bon, on constate que c'est un civil. On aurait peut-être pu imaginer en tout cas des personnes qui sont beaucoup plus aguerries en matière de stratégie, de sécurité et de défense à la tête de ce département. Mais c'est un choix politique. Mais pour revenir justement à ce Conseil supérieur de la Défense nationale, j'ai été étonné de voir que c'est une rencontre qui a été médiatisée parce qu'on a quand même été convié justement à couvrir cela, alors que bon, ça devrait relever évidemment d'une stratégie dans l'ombre avec des actions sur le terrain et après on allait parler des résultats. Silence aussi autour, on n'aurait pas dit que non, je n'ai pas dit forcément qu'il faut se taire. Justement, c'est pour alimenter le débat. Nous sommes en train aujourd'hui de parler de cette rencontre alors qu'on n'a rien de concret sur le terrain. Nous aurions été beaucoup plus heureux d'entendre qu'il y a eu des actions concrètes sur le terrain parce que la rencontre, on en a tous les jours et à mon avis personnel, une rencontre de cette nature aurait dû être un peu stratégique, c'est-à-dire un peu, si vous voulez, dans l'anonymat, un peu discrète plutôt que d'avoir cette communication autour. Donc, en conclusion, ça donne l'impression que l'on veut montrer que l'on travaille réellement, alors que les résultats sont absents sur le terrain, c'est ce qui est dommage. Oui, en tout cas, c'est la deuxième fois, je pense, si ma mémoire est bonne, que se tient ce Conseil supérieur de la Défense nationale. Oui, Koundioro. Merci. Je voudrais d'abord saluer la mémoire, en tout cas, de nos frères qui sont tombés déjà, qui sont plus avec nous, et aussi encourager les familles qui ont perdu leur fils durant ces attaques. Je dirais que pour moi, il n'y a pas d'événement avec ce conseil. Je pense que le président se croit toujours en campagne. Nous allons prendre des mesures. Si vous prenez cette phrase et vous essayez de voir dans le discours aussi bien du chef de l'État que de ses ministres, vous allez retrouver ça N fois. Nous allons prendre des mesures. Et quelqu'un même avait ironisé pour dire que depuis, on nous prend des mesures, mais on ne voit pas la tenue qu'on nous a cousue. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons toujours cette tenue de sécurité. Des mesures vont être prises. Tout ce qu'on dit... que peut-être il y a une certaine accalmie, par exemple, au nord actuellement. Il n'y a pas d'accalmie. En fait, c'est une erreur qu'on est en train de... Il n'y a pas eu de déménagement. Hein. C'est un détachement de l'horreur et de la terreur vers l'Est. Mais ils sont toujours là-bas, ils travaillent à autre chose. Et c'est ce qui a fait qu'à l'Est, on n'a pas... Pendant qu'on était concentré sur le Sahel, on laisse le reste du pays. Et ils vont quitter l'Est et vous allez voir, ils vont aller ailleurs. Donc, pour moi, je dis toujours, ce pouvoir-là a un véritable problème. Aujourd'hui, on ne peut pas... J'ai vu un ton un peu menaçant du chef de l'État hier pour dire ceux qui sapent le moral des troupes, ainsi de suite. Non, on n'attend pas ça. Le moral de la troupe est sapé depuis. Parce qu'on ne peut pas accepter que chaque jour, on perde des Burkinabés. Et qu'on puisse tenir un conseil, comme il l'a dit. Moi, je trouve qu'on n'aurait pas dû... c'est pas maintenant que, quand on dit qu'il est revenu, bon, il a tenu un conseil. Il avait la situation avant d'aller en Chine. Avant qu'il ne décolle du Burkina, on avait perdu combien de soldats? Donc, il n'y a rien de nouveau. Il est allé laisser la situation, il est revenu trouver la situation et il tient un conseil de défense. Et pour moi, s'il faut attendre de perdre autant d'hommes pour réunir les chefs militaires, pour réfléchir maintenant sur comment on va répondre, moi, je pense que nous n'avons plus, hein, je ne dis pas que nous n'avons pas, je dis que nous n'avons plus d'armée. Parce que s'il faut attendre que les choses se passent comme ça... On ne peut pas aller jusqu'à cet extrême. Non, il faut à un certain moment... C'est la réponse alors qui n'est pas appropriée pour le moment. Non, la réponse ne peut pas être appropriée si dès le départ, on va te permettre nous de garder pas... la parole pour parler de cette autre affaire qui a éclaté pendant que nous vivions. Non, s'il vous plaît, je vais finir. Hein? On se donne un certain temps. J'ai chronométré pour le reste de mes confrères qui ont... C'est pas parce que j'ai parlé et que ça te choque que tu vas me retirer la parole. Non, ça ne me choque pas. On ne peut pas dire quand même sur un plateau de télévision qu'on n'a pas d'armée. Non, je n'ai pas dit... Voilà l'erreur, effectivement. On n'a plus d'armée, c'est la même chose. Je n'ai pas dit... Moi, je ne vois pas de différence. Si nous allons... Non, il y a une grande différence. On n'a pas, ça veut dire que nous n'avons jamais eu. Je dis, c'est comme si on n'a plus. Il faut savoir peser les mots. Donc, je dis simplement, pour moi, aujourd'hui, on ne doit pas réfléchir devant les caméras et les micros du monde pour répondre à une problématique qui nous hante depuis 2015-2016.
Donc ce n'est pas devant les caméras qu'on doit le faire. Nous devons être capables aussi, avoir l'honneur de démissionner dans ce pays. Ça fait des années que ça se passe. Personne, on prend des mesures, on ne voit rien. Ceux qui nous dirigent, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, il faut avoir le courage de laisser la place pour que d'autres personnes puissent venir. Aussi bien ceux qui nous gouvernent au niveau civil que ceux qui nous gouvernent au niveau militaire. Il faut aujourd'hui, sincèrement, si on le dit, c'est parce qu'on est écœuré. C'est parce que moi aujourd'hui, je ne peux pas accepter en tant que Burkinabé que chaque jour, mon pays soit titillé à ce titre. Qu'on puisse aller chercher, brûler tout, chercher des préfets, ainsi de suite, pour saccager les domiciles, pendant qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de réaction. Je suis un garçon, je suis un patriote et je ne veux pas que ça continue. Si aujourd'hui ce que j'ai dit ici va faire en sorte qu'on m'envoie en prison, je suis prêt à le faire si ça va changer la situation. On espère que ça n'arrivera pas et ce n'est pas en tout cas l'intention qui est recherchée ici au cours de cette émission. Je voudrais bien qu'on se comprenne. On peut justement alors donner nos points de vue peut-être avec moins de passion qu'on y aura. Là, je pense qu'on va mieux se comprendre. On se comprend, c'est les idées peut-être que vous donnez qui seront mieux comprises, mais dans l'énervement, je pense que ça ne va pas peut-être bien passer. Alors, on parlait de cette autre situation. Il s'agit de cette lettre du directeur régional de la police nationale qui s'est retrouvée en tout cas sur la place publique, et une lettre dans laquelle il faisait un peu le point de la situation sécuritaire. Justement, est-ce que vous avez compris alors pourquoi cette lettre, en tout cas, s'est retrouvée sur la place publique, Paul Miki? Oui, je pense que c'est une lettre dont le contenu a priori un caractère confidentiel au regard justement de ce qui a été dit dans cette lettre. Mais si la lettre s'est retrouvée sur la place publique à travers les réseaux sociaux, je suis convaincu que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il y a quelqu'un certainement qui a laissé fuiter la lettre, et tout simplement parce qu'il estime que le grand public doit être au courant de ce qui se passe et de ce que les acteurs locaux sur le terrain font comme retour au niveau de l'administration centrale. Je suis convaincu que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est normal, parce que si nous sommes dans un milieu où un certain nombre de confidentialités doit être garantie, ce n'est pas bien que une telle lettre se retrouve sur la place publique. Parce que ça fait également le jeu des terroristes, comme on l'a dit. Les réseaux sociaux sont utilisés par tout le monde. Ils sont désormais informés que le moral de la troupe est entamé, etc., etc., quels sont les types de stratégies qu'il faut déployer pour justement attaquer ces terroristes qui sont dans l'est du Burkina. Mais au-delà de tout cela, le fait d'avoir publié la lettre permet à nous autres de comprendre que l'appel à la collaboration qui a été plusieurs fois lancée par les autorités est quelque part entendue. Parce que quand on lit entre les lignes de la lettre, et le directeur provincial de la police de l'Est dit être au courant, en tout cas selon ses informateurs, de l'accoutrement des terroristes, des forêts où ces terroristes sont terrés, et de leur manière de se déplacer, les moyens de se déplacer, tout cela. Donc ça montre quand même que cet appel est entendu. La population collabore avec les forces de défense et de sécurité. Et maintenant, ce que la lettre met à nu, c'est la réponse que l'autorité doit apporter à cette situation. Parce que dans cette lettre, le DR dit exactement qu'il n'y a pas de matériel, parlant justement de la direction provinciale de la police de la Commandiarie, qui n'a qu'un seul véhicule qui ne marche pas. Donc on ne peut pas imaginer que l'on puisse avoir des résultats avec de tels moyens. Donc ça renvoie exactement à ce que nous autres avions dit depuis un certain temps, qu'il faut beaucoup mieux équiper en tout cas les forces de défense et de sécurité. Il faut de temps en temps un renfort au niveau de l'Est. Et en témoigne justement l'attaque la plus sanglante de ces derniers temps. Et les 7 soldats que l'on a perdus dans l'Est, il n'y a pas eu de réponse appropriée. Voilà, justement. Il n'y a pas eu de réponse appropriée de la part du niveau central, et cela a été relevé justement dans le contenu de la lettre. Donc, pour en résumer et pour terminer, il faut dire simplement que finalement, à mon avis, c'était une bonne chose que la lettre soit connue du grand public. Je ne dis pas que c'était une bonne chose qu'elle ait été publiée sur les réseaux sociaux, mais connue du grand public, parce que ça nous permet justement de continuer à mettre cette pression sur l'État central pour que quelque chose soit fait de façon concrète dans l'Est du Burkina. Parce que le DR l'a dit, c'est possible d'agir, mais on n'agit pas. Pourquoi? D'accord, oui, Bama. En fait, je crois qu'il faut qu'on se donne le temps vraiment d'aller au fond de cette affaire-là. Il ne s'agit pas peut-être de survoler, même si on va passer toute l'heure là sur ce sujet, il faut qu'on le fasse, hein, franchement. Parce que moi, je pense que l'heure est assez grave. Et avant de revenir à cette question, je vais terminer l'idée que j'ai développée au départ. Vous voyez, le ministre Simon Compaoré, quand il a été nommé ministre de la Sécurité et de quoi, il avait un gros portefeuille au tout début. On l'a diminué à la mesure qu'aujourd'hui, on l'a même expulsé carrément de ce département.
Aujourd'hui, on ne dit rien par rapport à ce qu'il a fait là-bas. Et on est en train de mourir. Les Burundais sont en train de mourir de jour en jour. Il est passé là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? On savait qu'il n'avait pas la compétence de ce département, mais on l'a mis là-bas. Aujourd'hui, il est parti et on a mis un autre qui est tout aussi transparent. On va continuer à mourir comme ça. Moi, je dis qu'il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, quand tu lis cette lettre, qu'est-ce qu'il dit dedans? Mais c'est très grave. Qui pourrait imaginer que, malgré tout ce qu'on a dit depuis le début de cette affaire aujourd'hui, que l'Est, le département de la Kompienga, comme le DEA le dit, n'a même pas un seul véhicule pour pouvoir travailler. Pendant que ceux qui sont en face, les fameux assaillants là, ils ont des motos de grosse cylindrée, comme il le dit, et des véhicules 4x4. Vous voyez que ces policiers, même s'ils sont dévoués, comment ils puissent faire face à ces gens-là, dans cette situation. Pendant qu'on a un gouvernement qui est là, qui préfère prendre de l'argent pour payer des talismans pour flâner à Ouagadougou. Et on dit qu'on a un gouvernement. Comment on peut comprendre ça? Soyons plus sérieux. Il faut qu'on soit sérieux pour traiter les problèmes de façon sérieuse pour qu'on puisse avancer. Chaque fois venir s'asseoir et caresser les gens dans le sens du poil et puis se lever parti, on ne va pas avancer dans ça. Il faut qu'on puisse se dire la vérité dans ce pays et que les gens puissent tenir compte de ce qu'on leur dit pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, alors, Woba. Merci Seigneur. Ben, je ne sais pas si on les caresse ou pas. Aussi prochainement, il faut venir avec des bâtons. Mais en tout cas, je pense qu'on a tout dit. Que ce soit sur ce plateau, que ce soit ailleurs, que ce soit au kiosque, les Burkinabés ont tout dit. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que l'autorité comprenne qu'il faut agir? À un certain moment, on a pensé que bon, voilà, les gens n'avaient pas la pleine mesure de la situation. À un certain moment, on s'est dit que c'est peut-être une certaine insouciance. Après, on se rend compte, il faut dire les choses, c'est une incompétence notoire de la part de nos autorités qui fait que nous vivons cette situation. Pour venir à la question spécifique de la lettre, pour moi, il y a deux gravités par rapport à cette lettre-là. Il ne faut pas du tout minimiser le fait que la lettre se retrouve sur la place publique. Parce que c'était une lettre. Ce n'est pas une simple. Oui, absolument. Et ce n'est pas une simple lettre. C'est un rapport. Parce que quand vous lisez les éléments dedans, qui font d'abord un état de lieu et qui proposent des mesures à prendre. Si une telle lettre se retrouve sur la place publique et peut être lue par n'importe quel kidam, bien que ça nous apporte une certaine information qui montre qu'au moins les services au niveau local travaillent, parce qu'à un certain moment, on s'est demandé même si ces rapports-là parvenaient à l'autorité centrale, mais on a la preuve que des rapports sont faits. Et ça, ce n'est que le DER de la police. On ne peut pas imaginer ce que ceux de la gendarmerie ou de l'armée font. Donc, on se dit que tous ces rapports-là sont faits régulièrement à l'autorité centrale et que malgré tout, il n'y a pas de mesures conséquentes sur le terrain. Donc ça, il y a une information. Mais il ne faut pas minimiser le fait qu'une lettre aussi importante puisse se retrouver pas n'importe où, mais sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a lieu pour l'autorité, pour l'administration, de chercher à savoir ce qui s'est passé. Le DER a fait sa lettre adressée au DG de la police, je crois avec ampliation au gouverneur. La lettre doit être partie de quelque part, soit des services de la direction régionale de la police, soit de la direction générale de la police, soit du gouvernorat, en tout cas ceux qui ont pu recevoir la lettre. Si ça a été, voilà, si ça a été intentionnellement balancé sur les réseaux sociaux par les concepteurs même de la lettre, à supposer le DER de la police, là même je dirais c'est encore mieux. Parce que ça veut dire qu'il a mûri la réflexion et s'est dit, après autant de rapports d'interpellation sans fruit, je décide de le faire en âme et conscience et certainement en assumant les conséquences. Mais à supposer que quelqu'un, dans le circuit de l'administration, se permet de soutirer, de prendre une lettre aussi importante et de balancer à ses relations et que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est suffisamment grave. Et ce n'est pas la première fois. Un exemple qui me vient en tête, c'est lorsque Souman Touré avait été suspendu. Avant que la notification ne parvienne à Souman Touré, quelqu'un s'est permis de prendre la lettre qui devait être adressée à Souman Touré et de mettre sur les réseaux sociaux. Mais avec ça, nous n'avons pas d'administration. Et si c'est cela notre administration, nous ne pouvons même pas faire face à ces terroristes-là. C'est impossible. Donc, j'ai dit, il y a deux niveaux de gravité. La lettre, qu'on découvre ce qu'il y a dans la lettre, c'est une bonne chose. Et les éléments qui sont contenus dedans nous choquent, ça c'est une chose. Mais il faut aussi qu'on soit choqué du fait que cette lettre se retrouve sur la place publique. J'ai dit que ce n'est pas une bonne chose. D'accord, oui. Kambou. Il faut se réjouir en tout cas que cette lettre se retrouve sur les réseaux sociaux.
Parce qu'il est temps que nous puissions savoir tout ce qui se passe. Parce que, je le répète, nos hommes sont très valeureux. Au front, ils sont valeureux. C'est la stratégie, c'est le moyen qu'il faut à ces jeunes-là pour combattre. Si vous voyez une telle lettre sur la place publique, c'est parce que le gars en a marre de faire des rapports chaque jour, de faire des rapports régulièrement et que rien ne change. Et que, comme nous continuons souvent à penser que c'est nos hommes qui ne sont pas à la hauteur des missions, ils nous font savoir que nous travaillons. Mais voilà les problèmes auxquels nous faisons face. Il est important qu'en tant que citoyens, nous puissions savoir cela. Parce qu'eux aussi, c'est des hommes qui sont animés de sentiments de peur et de courage aussi, qui font face chaque jour à ces choses. Comment vous pouvez comprendre qu'une première attaque où un véhicule militaire explose sur une mine antipersonnelle et que quelques jours après, c'est les mêmes véhicules encore qui prennent des hommes encore pour prendre la route partie. Non, mais comprenez que là, il y a manque de stratégie. Il y a quelque chose qu'il faut changer. On ne peut pas continuer à balancer les gens comme ça. Donc moi, je trouve que cette lettre, même si, en se disant que c'est grave que ça se retrouve administrativement sur la place publique, mais il y a des chocs qui sont importants pour changer les choses. On est arrivé, comme Ladji Bama l'a dit, à un niveau où il faut une thérapie de choc. Moi, j'ai dit, quand quelqu'un décède, si un fils décède, on fait ses funérailles dans la cour de son père. Cela veut dire, même si moi je sors, parce que je me suis marié, je construis ma maison à côté, si je décède, c'est devant la concession de mon père qu'on va faire les funérailles. Il est temps qu'on fasse les funérailles de nos valeureux soldats à Kossiam. On va faire les cérémonies funéraires à Kossiam pour que l'autorité puisse savoir que nous sommes fatigués et que le cimetière de Gounguin est rempli maintenant de soldats. On va faire les tombes à Kossiam pour que cela serve d'exemple pour ces fils-là qui sont tombés pour la défense de la nation. Ton idée, alors nous sommes en République et je ne pense pas que c'est des choses qui sont possibles. Mais on est malheureusement pris par le temps. Il faut bien qu'on évolue. Alors on va parler d'un autre sujet parce que on a 3 autres sujets dont il faut parler. On va parler donc de cette sortie, de cette déclaration de l'opposition politique. C'est le 4 septembre dernier, après avoir dressé en tout cas le bilan de l'action du parti au pouvoir. Le CEFOP a appelé à une journée nationale de protestation le 29 septembre contre la gouvernance MPP. Alors l'opposition, selon vous, a-t-elle les arguments nécessaires en tout cas pour appeler à cette marche? Oui, Bama. C'est toujours la même situation dont on parlait tantôt. Hein. Non, c'est sérieux. Moi, j'ai lu, on n'a pas changé de sujet en réalité. Parce que j'ai lu la déclaration de l'opposition. Franchement, je ne vois pas un point qu'on puisse remettre en cause. Ils ont vraiment dépeint notre réalité ici au Burkina Faso. Tout ce qu'ils ont cité, notamment la situation sécuritaire qui est vraiment intenable, et la pauvreté qui est vraiment intenable aussi au niveau des familles, et l'administration qui est politisée, la corruption qui continue de battre son plein, et je ne sais pas, l'achat des députés à l'Assemblée nationale et tout ça. Franchement, le Burkina n'a pas changé. Malgré l'insurrection, le Burkina n'a pas changé. C'est la même façon de gouverner d'avant qu'on continue de nous dupliquer, et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter que les Burkinabés se soient donnés et la poitrine aux gens tirés dessus. Les gens sont morts et les gens viennent au pouvoir pour nous répliquer ce qu'on a dénoncé pour se retrouver dans cette situation. Aujourd'hui, le Burkina a besoin de gouvernants qui soient vraiment dévoués à la cause de ce pays. Malheureusement, on n'a pas encore ces gouvernants-là. On a plutôt des hommes d'affaires qui sont venus au pouvoir pour continuer à faire les affaires. Ça, c'est inacceptable. Franchement. Alors, ce qu'il disait, regarde, non. On n'a pas de preuves que ce sont des hommes d'affaires. Quelle preuve vous voulez encore? Quelle preuve voulez-vous encore? Regardez bien le gouvernement. Passons même d'abord au niveau du chef d'État lui-même. Moi, en tant que journaliste d'investigation, j'ai travaillé beaucoup sur des questions comme la situation à l'Onatel, la fameuse fraude douanière qui a eu lieu à l'Onatel, où l'Onatel devait payer ce nombre de milliards à l'État qu'il n'a jamais fait. Ce dossier où il est aujourd'hui. Tous ces milliards continuent de dormir dans les caisses de l'Onatel pendant que l'État n'a pas d'argent. Tout simplement pourquoi? Parce que des gens au sommet de l'État ont des intérêts dans cette société. Et encore cette affaire de BIB qui est là.
Pourquoi ça n'avance pas? Par des gens au sein du gouvernement, des intérêts dans tout ça. Mais vous ne pouvez pas au gouvernement, et puis il y a des hommes d'affaires, et puis les gens ne peuvent pas avancer, ce n'est pas possible. Il y a tous ces travers-là qui font qu'on n'avance pas. Et aujourd'hui, tant qu'on ne va pas finir avec ces pratiques-là, on n'avancera pas dans ce pays. Il faut que les gens comprennent que les Burkinabés ne se sont pas fait tuer les 30 et 31 octobre 2014 pour qu'on se retrouve encore dans le même travers qu'avant cette date-là. Il faut que ça finisse. D'accord, on a compris. Alors, votre position, oui, Paul Mick. Alors, je crois, comme l'a dit Lagui Bama, lorsqu'on regarde le contenu de la plateforme de l'opposition qui justifie justement cette marche du 29 septembre 2018, on ne peut pas ne pas se retrouver. En tout cas, beaucoup de Burkinabés se retrouvent dans ce qui a été dénoncé, ce qui a été décrit par l'opposition. Et c'est ça, à mon avis, qui fonde un peu la pertinence de cette marche qui est programmée. Mais la question, c'est de savoir est-ce que la marche était la meilleure formule. Je réponds évidemment oui, parce qu'on a dénoncé par tous les moyens. Je pense que ce soit l'opposition, la société civile et même les médias ont dénoncé par plusieurs moyens, mais on a l'impression que c'est la sourde oreille qui est en face. Donc il faut peut-être passer à autre chose à travers les marches, peut-être autre chose en tout cas, pour obliger l'autorité centrale à se pencher sérieusement sur les problèmes des Burkinabés. Maintenant, tout renvoie, à mon avis, à cette question d'insécurité, parce que c'est d'ailleurs le premier point dans la plateforme de l'opposition, si l'on peut appeler plateforme, en tout cas, qui justifie la marche du 29 septembre. Mais depuis un certain temps également, on a l'impression que l'on ne travaille plus au Burkina. Et les questions dont Lagui Bama a parlé, les autres questions sociales, c'est-à-dire la question du chômage, la question de la pauvreté plus générale, le manque de finances et tout. Donc ça, c'est la preuve qu'on ne se développe plus, on ne fait que des critiques, on ne fait que justement se défendre côté gouvernement. Donc, à mon avis, cette marche programmée pour le 29 septembre, il ne faut pas en voir en cela une marche politique, mais c'est plutôt une marche sociale, parce que l'opposition elle-même l'a dit, ce n'est pas seulement les acteurs politiques, même ceux qui sont du MPP et qui sentent qu'ils se retrouvent justement dans ce qui a été décrit par l'opposition, pourraient se retrouver dans les rues pour obliger l'autorité à être beaucoup plus regardante. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose et non pas aller au-delà. Maintenant, dans les autres détails, il faut éviter également que cette marche ne devienne une récupération politique dans la préparation des élections prochaines de 2020. C'est ça qui va être un peu dommage. Il faut faire en sorte également que cette marche soit beaucoup sécurisée, parce que ça peut être également une occasion pour des infiltrés de rentrer dans les rangs des véritables marchés pour s'aimer peut-être des troubles. Oui, alors il y a des gens qui pensent que ce n'est pas le moment d'organiser des manifestations de telle nature ou de telle envergure, parce que nous sommes déjà dans une crise sécuritaire, donc il faut peut-être plutôt serrer les coudes. Mais la sécurité, c'est le premier point. C'est le premier point. La question de la sécurité, c'est effectivement le premier point, parce qu'il faut attendre quand et pour qu'on arrive à comprendre. C'est comme le premier sujet que l'on avait évoqué. Il y a beaucoup de choses que le DG de la police de l'Est a dit. Nous, on avait pensé, mais on s'était dit qu'on se trompait. Mais dès le moment qu'il le dit, on sent effectivement qu'il y a absence de réponse. Et il n'y aura pas de réponse tant qu'on aura justement des acteurs politiques qui sont à la tête de certains ministères. Et je pense que c'est ce qu'a compris l'opposition, parce que imaginez le contenu de la lettre du DG de l'Est de la police. Et s'il tombe entre les mains d'un ministre qui, lui, est politique, évidemment, il va lui mettre la lettre à gauche. Ce n'est pas un homme de terrain, forcément. Il n'a pas intérêt à ce que le problème, peut-être, soit réglé. Peut-être qu'il a d'autres intentions. Les priorités sont ailleurs. Donc, c'est pour cela qu'il faut mettre une certaine pression pour obliger l'autorité à fléchir et à donner suite, justement, aux revendications des acteurs politiques de l'opposition, de la société civile et des Burkinabés tout court. Ok, oui, Kambou. Je pense qu'il n'y aura pas de moment propice pour des actions de ce genre. Et je pense aussi que même si l'opposition n'appelait pas à manifester, il fallait que, en tout cas, des voix s'élèvent pour appeler à ce que quelque chose soit fait pour que la situation change. Donc cette marche, aussi bien du 29 que d'autres qui pourraient venir pour obliger l'autorité à agir, je pense qu'il faut en tout cas faire en sorte que la marche puisse avoir des résultats. Et il faut se mobiliser. Comme nous l'avons fait en 2014 pour que ceux-là soient là aujourd'hui au pouvoir. Parce que même dans leurs rêves, quand on les réveillait, ils disaient toujours qu'ils ne sont pas fous pour leur rien Kossiam. Donc si aujourd'hui ils sont à Kossiam, c'est parce que des jeunes ont refusé de dormir et ont affronté des balles réelles pour qu'ils soient là aujourd'hui. Donc s'ils ne font pas ce que nous désirons, ce que nous voulons pour notre pays, nos rêves que nous avons formulés en acceptant affronter la mort, il est judicieux, il est normal que nous puissions ressortir pour les obliger. Et si il faut ça pour qu'ils puissent agir, bon, on y va. Donc pour moi, je dirais que c'est eux-mêmes, c'est le pouvoir et son parti qui donnent le grain au moulin de l'opposition.
Parce que quel est le motif aujourd'hui de fierté, de satisfaction? Non. Ok, on a bien compris votre position, oui. Alors, Woba. Non, je crois que tout argument qui tend à dire que ce n'est pas le moment pour faire une marche, c'est tellement des arguments venant de la part du pouvoir. Sinon, l'opposition, son rôle, c'est justement de dénoncer, de s'opposer à travers une pléiade de moyens à sa disposition. Je crois qu'aujourd'hui, l'opposition burkinabé a pratiquement tout testé. On ne compte plus le nombre de conférences de presse. À un certain moment même, c'était chaque semaine. On ne compte plus le nombre de déclarations. On ne compte pas les batailles perdues à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore? On est à plus de 2 ans du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et le 29 septembre, ça ne sera que la 2e manifestation publique de l'opposition après avoir organisé un meeting à l'intérieur d'une enceinte close qui est la Maison du Peuple. Ça, c'était en fin avril de 2017. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas continuer avec l'argument comme quoi la situation ne s'y prête pas. Et je vous le dis, imaginons un peu que le MPP n'était pas au pouvoir et que c'était notre parti qui était au pouvoir et qu'on vivait la même situation. Je ne pense pas qu'on serait aujourd'hui à 1 marche, à 2 marches. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est si le parti en question était toujours au pouvoir. Parce que je ne pense pas que le MPP hors du pouvoir et notre parti au pouvoir aurait tenu les 2 ans et demi que le MPP a tenu là. Ce n'est pas possible. On aurait créé toutes les conditions pour faire partir ce parti-là, pour faire partir ce pouvoir-là. Donc, le MPP doit se féliciter. Et féliciter les acteurs en face qui ont véritablement, qui lui ont accordé le temps nécessaire de faire ses preuves. Que ce soit la société civile. La société civile, à un certain moment, s'est complètement éteinte. Il n'y a pas d'action. Pas parce que des gens ne sont pas frustrés, pas parce que des gens ne veulent pas mener des actions, mais à un certain moment, ils sont pris au piège. On s'est dit, donnons-leur toujours le temps. Peut-être que la réaction viendra. Mais la réaction ne vient pas. C'est pareil pour l'opposition. Et l'opposition l'a dit dans sa lettre. Les concertations, il y en a eu combien? Il n'y en a eu que 2, purement électoralistes ou politiques. C'est la concertation autour de la nouvelle constitution et la concertation autour du code électoral. Mais ce ne sont même pas les questions les plus essentielles de l'heure. Code électoral et constitution, qu'est-ce que cela a comme effet, impact dans la situation que nous vivons aujourd'hui? Il n'y a pas de situation plus préoccupante que ça. Mais c'est seulement sur ces 2 points-là que l'opposition a été reçue par le parti au pouvoir, par le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'opposition n'a pas à rencontrer le chef de l'État par rapport à la situation sécuritaire. Ce n'est pas possible. Mais où est-ce qu'on en est? Donc, s'ils ne veulent pas les recevoir à Kosiam pour discuter de la situation sécuritaire, mais il y a la place de la nation. Et c'est ce que l'opposition a choisi. Voilà. Oui, très rapidement, Bama. À cette question, ceux qui disent que le moment n'est pas propice, c'est vrai. Vu notre situation, on pourrait dire que le moment n'est pas propice. On a déjà assez de problèmes pour qu'on vienne en rajouter. Mais il aurait fallu qu'en face, il y ait quelque chose qui soit fait pour qu'on sorte de cette situation. Mais face à un gouvernement qui est là, qui ne fait rien pour qu'on sorte de cette situation d'insécurité, vous voulez que nous on croise les bras pour s'asseoir, pour les regarder comme ça, on va tous mourir ici, ce n'est pas possible. Et donc, ceux qui disent que le moment n'est pas propice là, ils n'ont qu'à attendre quand le moment sera propice pour eux, ils vont marcher. En attendant, nous qui tenons, et nous qui ne tenons plus, qui pleurons chaque jour nos morts là, nous, le moment est propice pour nous, on veut que ça s'arrête. Et ce pouvoir a manqué un rendez-vous très important. Parce que venir au pouvoir au moment où la majorité de la population pensait, estimait que les choses ne vont pas, mais quand vous êtes arrivé, remettez les choses en ordre et puis vous avez tout réglé. C'est pas aussi compliqué que ça. Vous êtes arrivé à une situation où on vous a accordé, comme Woba l'a dit, on leur a accordé vraiment à des situations, même à l'extérieur du pays. On a eu même à défendre ce pouvoir pour dire non, ils viennent d'arriver, ils ont compris la leçon, ils étaient avec eux, comme ils ont vu le soulèvement du peuple, ils vont, non, rassurez-vous, les choses, vous allez voir. Mais aujourd'hui, on regrette ce qu'on a dit. C'est un rendez-vous qu'ils sont en train de manquer. Ils auraient dû rentrer dans l'histoire historique de ce pays s'ils avaient de l'énergie en eux.
Oui, très rapidement, pour qu'on change. Pour répondre à ceux qui pensent que le moment n'est pas propice, d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui qu'au 9 septembre, la marche est prévue jusqu'au 29 septembre. Dire que le moment n'est pas propice, cela suppose que jusqu'au 29 septembre, on sera toujours dans cette situation d'insécurité. Alors que dans l'intervalle, ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont la possibilité de faire des actions concrètes sur le terrain, notamment dans l'Est du Burkina. D'ici le 29, peut-être que si on a des actions concrètes, des actions de terrain, on arrive à repousser l'ennemi, on arrive à mettre la main sur des terroristes, parce que là aussi on a échoué, on n'a pas encore vu les terroristes de l'Est. D'ailleurs, il y a deux grandes questions que l'on se pose autour de ça. Qui nous attaque, pourquoi ils nous attaquent, on ne sait pas. Jusque-là, le gouvernement ne peut pas nous dire pourquoi c'est comme ça. Si d'ici le 29, on arrive à avoir des résultats concrets et que l'on présente au grand public qu'il y a eu vraiment une action vigoureuse, vous verrez que soit l'opposition va renoncer à sa marche du 29 septembre parce qu'il y aura très peu d'arguments, soit il n'y aura pas de grand public dans les rues parce que justement on aurait dit le gouvernement a travaillé. Donc aujourd'hui, l'annonce de cette marche a été faite à bonne date, le délai est assez long. Et ceux qui pensent que le moment n'est pas propice n'ont qu'à faire en sorte que le moment ne soit effectivement pas propice d'ici le 29 septembre, que l'on n'ait aucun argument pour être dans les rues de Ouagadougou, sinon autrement ce sera vraiment une marée noire malheureusement, parce que nous sommes face à une situation où on n'a pas d'issue, on n'a pas de perspective, c'est vraiment dommage. Okay. Alors on va parler d'un tout autre sujet, hein, un sujet d'intérêt national également. Alors Woba parlait tout à l'heure de l'organisation, en tout cas du référendum ou du vote, en tout cas de la loi sur le code électoral qui avait permis en tout cas au président du Faso et à l'opposition de se concerter. Alors au cours de la semaine, l'UPC a organisé une conférence de presse. Le sujet donc du tweet du président de la CENI est revenu donc au cours de cet échange avec la presse. Vous vous souvenez donc que le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, alors avait annoncé dans ce tweet-là que alors, le référendum se tiendra le 29 mars 2019. Dans un communiqué, le ministère de l'administration territoriale déclare qu'aucune date n'est à ce jour officiellement arrêtée pour la tenue de ce référendum constitutionnel et précise que la convocation du code électoral en vue du référendum constitutionnel se fait par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l'administration territoriale. Alors comment vous réagissez donc à cette publication, si on peut le dire comme ça, alors du président de la CENI? Oui, Kambou. Nous sommes en plein dans la tweet-gouvernance, hein? La gouvernance par les tweets. C'est la course, hein? C'est devenu une course effrénée au meilleur tweet, je ne sais pas, de cette gouvernance. C'est dommage qu'effectivement on puisse, jusqu'à un certain niveau, ne pas être au courant des mécanismes de fonctionnement de l'administration. Parce qu'effectivement, selon le communiqué de l'administration, du ministère de l'administration, ces tweets n'auraient pas dû exister. C'est-à-dire ce que nous nous sommes dit en privé ou bien la date qu'on a convenue entre nous, ben, attends que moi je fasse le rapport au Conseil des ministres, que les décrets puissent être pris pour respecter ne serait-ce que la procédure administrative qui est là. Mais on voit ces tweets. On a retweeté, puisque c'est ce qu'il faut faire. On a retweeté le tweet, on a partagé, on a commenté. Mais voilà que le ministère vient dire non, on n'a jamais décidé. Bon, c'est ce que Woba disait. On voit que l'administration publique s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Les réunions se tiennent sur les réseaux sociaux. Les décisions sont en direct sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a même plus de secret administratif. Il n'y a même plus de secret d'État. Donc, tout est là. Il suffit seulement de suivre ces hommes politiques, de suivre certains qui sont bien imbibés de ces choses, pour être au courant de tout ce... Avant même qu'une décision ne soit prise, elle est déjà sur les réseaux sociaux. C'est suffisamment grave. Si aujourd'hui on arrive à déshabiller autant donc, ce mystère-là de l'État, de l'administration, il est temps que nous puissions nous ressaisir. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est bien, mais ce n'est pas une course. Il faut de la sagesse dans les tweets que nous faisons. Oui, Woba, sur cette question. Non, sur le sujet, moi, je pense qu'il y a même diversion, comme je le disais tantôt. J'espère que le débat va se poser d'abord, parce qu'on attend tous
qu'effectivement, il y ait ce fameux conseil des ministres qui va prendre le décret pour convoquer le corps électoral. Mais il faudra qu'on nous explique l'intérêt même déjà de ce référendum-là. Je vous en prie. Qu'on me convainque de l'intérêt d'organiser un référendum en 2019 juste pour adopter une constitution et organiser une élection présidentielle en 2020. Pour un pays qui est en insécurité, qui n'est pas sûr de pouvoir administrer des élections sur tout le territoire national. Et on va prendre le risque d'organiser 2 élections nationales en l'espace d'une année, puisque 2009 et puis 2019 et 2020. Mais c'est absolument inutile. Mais je ne peux pas comprendre. Pourtant, ça semble être une concertation. Opposition est d'accord, majorité est d'accord, CENI est d'accord, avec toutes les ESC qui sont à la CENI. Ils se sont tous mis d'accord pour tenir un référendum en 2019 avec autant de milliards, parce que c'est une élection nationale, et organiser une autre élection en 2020 pour élire le chef de l'État. Or, la question de la Constitution, quand c'était urgent, c'était quand? C'était sous la transition. Moi, je suis dépassé qu'on ait tourné la page de la transition sans avoir tourné la page de la 4e République. Oui, on a tellement maudit. Un des objectifs de la transition, absolument. Le gouvernement de transition a tenté, mais peut-être que les circonstances, le calendrier n'a pas... Non. Des gens n'étaient pas sérieux et le MPP n'en voulait pas, le CDP n'en voulait pas. Chacun pensait qu'il pouvait gagner les élections et quand il va arriver au pouvoir, il va tailler la Constitution à sa mesure. Mais c'est ce qu'on a toujours reproché à cette Constitution de 91. On a dit que ça a été taillé sur mesure pour Blaise Compaoré et qu'il fallait adopter une Constitution dans une période relativement neutre. Et la transition était cette période relativement neutre. On a laissé échapper l'occasion et on veut adopter une Constitution. La Constitution là va apporter quoi au juste? Tout ce qu'il y a d'essentiel à apporter dans cette Constitution, il y a déjà eu des modifications sur la transition qui les ont prises en compte. Donc s'il y a nécessité d'adopter une Constitution, pour moi, il n'y a que 2 voies. Soit on le fait au Parlement, soit on attend en 2020 pour ajouter ça à l'élection présidentielle. Le débat sur la date, franchement, on veut nous faire perdre l'essentiel. Oui, peut-être pour répondre à Woba, c'est un débat qui a été déjà mené sur l'opportunité ou non du référendum. Vous savez que quand le projet de texte a été déposé au chef de l'État, c'est lui qui avait cette prérogative de choisir la voie par laquelle il fallait adopter notre nouvelle constitution, soit le référendum ou bien la voie parlementaire. Maintenant, de ce qui a été fait, c'est que le chef de l'État a voulu ouvrir le débat en associant les autres acteurs politiques qui sont venus avec cette proposition de référendum. C'est une idée de l'opposition politique, en tout cas des délégués de l'opposition politique qui étaient à cette rencontre. Donc, la majorité également a suivi et on a envoyé l'affaire à l'Assemblée nationale. Finalement, c'est l'option référendum qui a été retenue à la grande surprise générale. En tout cas, je suis d'accord avec vous qu'il aurait fallu justement passer par d'autres moyens pour adopter cette constitution dont l'élaboration a fait l'objet d'un certain consensus parce que les membres de la commission constitutionnelle étaient déjà venus des différentes sensibilités, société civile, opposition et majorité, etc. Même les chefs coutumiers avaient leurs représentants et tout. Donc, c'est un document, à mon avis, qui était un peu consensuel et dont l'adoption à l'Assemblée nationale nous aurait fait l'économie de 6 à 7 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser pour le référendum annoncé. Maintenant, bon, ce débat est passé. Le référendum est déjà malheureusement dans l'air du temps et ça fait débat en ce qui concerne la date. Alors, pour revenir donc au sujet, le tweet, pour moi, et le président de la CENI a eu cette maladresse de faire ce tweet-là, peut-être parce qu'il avait minimisé le canal par lequel il s'exprimait à travers son service communication qui a d'ailleurs fait le tweet pour dire que le référendum, selon le président de la CENI, ça sera le 29 mars 2019. Mais il faut rappeler également que ce n'est pas une date qui a été choisie par Newton Ahmed Barry. Ça a fait l'objet d'un consensus à l'occasion d'une rencontre qui a réuni les acteurs politiques de la majorité de l'opposition, la société civile, la commission électorale, le ministère de l'administration. Donc, selon le calendrier, on a proposé justement la date du 29 mars 2019 qui était reconnue par tous, mais ce n'était pas une date officielle, c'était une proposition. Et le président de la CENI annonce ça comme ça parce qu'il estime que c'est lui, président de l'institution organisatrice des élections, et qui a même justement de pouvoir entériner cette date, alors que selon les textes, c'est bien le gouvernement qui le fait et qui convoque le collège électoral en donnant la date du scrutin. Donc c'est cette cacophonie malheureuse qui a été donnée de voir justement à l'opinion publique. Et aujourd'hui, on a ce débat. Le ministère de l'Administration, se sentant obligé de réagir au tweet du président de la CENI, a dû répondre pour dire que non, c'est le gouvernement qui le fait, conformément au texte qui nous registre. Mais le débat n'est pas là. Le débat, c'est que
il faut peut-être et faire en sorte qu'on ne joue pas la terre et que le référendum qui est déjà dans l'air du temps, contre vents et marées, puisse se tenir dans les meilleures conditions. Parce que c'est un faux débat autour de la date. D'accord, oui. Alors, Bama. Franchement, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce débat-là. C'est franchement un épiphénomène sur lequel moi, je pense qu'on ne doit pas s'attarder. Je ne vois vraiment pas en quoi ce tweet-là devait focaliser autant les attentions. Surtout que cette affaire des dates, au début, moi, j'avais compris que c'était Newton Abel Barry, comme Mickey l'a dit, qui était enfermé dans son bureau pour choisir une date pour le référendum. C'était l'objet d'un consensus. Et c'est juste parce que le monsieur, il a juste ébruité l'information avant que... Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Franchement, surtout que ce n'est pas lui qui a pris le décret en question. On a dit que ce sera fait par décret. Il n'a pas pris un décret. Ceux qui doivent prendre le décret, ils n'ont qu'à prendre le décret, puis on va avancer. Je ne vois pas pourquoi on doit s'attarder sur ces épiphénomènes-là pour focaliser toute la nation sur ça, pendant qu'il y a des problèmes plus sérieux qui sont là, qui ont besoin d'être traités de façon beaucoup plus... par exemple, même le PC, moi je crois qu'il ne faut pas suivre toutes ces politiques dans leur gesticulation, c'est des manœuvres politiques, moi je ne vais pas les suivre dans ça. On a des problèmes plus sérieux que ça qu'on doit traiter, allons-y traiter ces problèmes-là. Ça, ce n'est pas un problème. Et aussi quand je regarde même les acteurs du côté du ministère de Mathédé qui s'excitent, c'est quoi? Moi je vois là que c'est une guerre pour... l'organisation des élections parce qu'il y a une manne financière qui est là qu'il faut gérer, c'est ça. Moi, je ne vois pas en quoi ça doit nous préoccuper, quoi. Franchement, on n'a qu'à traiter des choses plus importantes. Oui, c'est ça, quoi. Oui, non, mais il faut respecter au moins les textes. Sanyo, si vous permettez, je vais dire un mot sur ça. L'annonce qui a été faite par Newton, ce n'est pas l'annonce de la date du référendum. Il y a dans son annonce la date du référendum. Mais Newton annonce plutôt la révision du fichier électoral. Oui. C'est cela. En aucun cas, ce communiqué-là ne peut être considéré comme une convocation du corps électoral. Quels sont les termes dedans qui disent qu'on a convoqué le corps électoral pour telle date? Non, donc, dans son information, il a voulu donner une information, et dans cette information, on trouve une autre information dont il n'était pas habilité d'une certaine manière à porter à l'attention de l'opinion publique et qui a attiré certainement plus d'attention. C'est cela. Donc, on peut dire que ce n'était pas peut-être bien pensé. Pour moi, ce n'est pas grave. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est d'ailleurs même pas le sujet essentiel. Moi, je suis absolument contre ce référendum-là et j'espère qu'on aura un débat sur ça. Moi aussi, mais c'est déjà dans l'air du temps. D'accord. Alors, on va avancer parce qu'on est pris par le temps. On nous fait signe qu'on a moins de 8 minutes pour clôturer l'émission. On va parler d'éducation. C'est bientôt la rentrée, sinon c'est déjà la rentrée, et cette information ou ces sujets en tout cas intéressent plus d'un. Une opération de recensement des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national a permis d'identifier l'existence en tout cas de plus de 649 établissements scolaires qui fonctionnent en violation totale en tout cas des textes en vigueur. L'inspection a révélé que sur les 649 établissements, 423 sont récupérables. Par contre, 226 autres ne le sont pas. Alors, les services du ministère en charge de l'éducation vont procéder à la fermeture de ces établissements. Alors, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du ministère en charge de l'éducation? Oui, Kambou. Bien, c'est une chose est de recenser, ce qui est bien, mais l'autre qui vient. Je pense que ces établissements n'ont pas commencé à exister à partir de l'année passée. Il y a des établissements qui existent depuis peut-être même une dizaine d'années, ou en tout cas 5 ans. Bon, donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, on change chaque fois par rapport à ça. Le problème fondamental, ce n'est pas que dans l'éducation seulement. Voilà. On a tellement libéralisé que c'est devenu l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut devant sa porte, ainsi de suite, et au marché. Donc, l'éducation, même ces questions dont on est en train de parler, beaucoup de choses vont à partir de l'éducation que nous donnons à nos hommes et femmes. Donc, qu'est-ce que nous voulons pour notre nation? C'est très important. Si déjà dans l'éducation, on fraude là-bas, il n'y a rien de qualité, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de contrôle sévère par rapport à ça, il est normal que de l'autre côté, vous puissiez retrouver des produits aussi qui ne vont pas être à la hauteur des rêves de la nation. Donc, pour moi, ils ont dit qu'ils vont fermer. Il nous faut, en tant que presse,
et ainsi de suite, les obliger à revenir nous faire le bilan de la fermeture de ces établissements qui ne sont pas récupérables. Les établissements qui sont récupérables, ils ont donné 6 mois pour régulariser leur situation. Qu'au bout de 6 mois, cela veut dire quoi? Que ces établissements peuvent recruter, ou même ont déjà recruté pour la rentrée prochaine. Nous sommes en septembre, on rentre en octobre. Donc, qu'on nous fasse un bilan après les 6 mois-là. Est-ce que réellement, sur les 200 et quelques établissements qu'on doit fermer, est-ce qu'on les a fermés? Les 400 et autres qui doivent régulariser leur situation, est-ce que la situation a été régularisée, ainsi de suite? Et on ne nous dit pas aussi, au fond, pourquoi ces établissements ne répondent pas aux normes? Est-ce que c'est simplement parce que je ne suis pas allé prendre l'autorisation du ministère, ou est-ce que le cadre aussi joue dans la détermination des choses? Donc s'il y a tout ça, il faut obligatoirement normaliser les choses pour que, pour moi, l'éducation, je serais même prêt à dire que c'est vrai que l'État ne peut pas tout gérer, mais pour moi, il faut une très grande rigueur par rapport à l'éducation dans notre pays. D'accord. Oui, Woba, on va écouter très rapidement Woba sur la question. Ce n'est pas nouveau qu'on découvre des écoles pirates. Et c'est au courant. Je crois qu'il y a eu une tentative d'opération comme ça l'année dernière, ou bien il y a 2 ans, et on s'était dit non, attention, on était déjà à la rentrée, et il y avait déjà même des élèves qui étaient inscrits dans certaines écoles, dont c'était difficile de vouloir les fermer. C'est peut-être pour cela cette année on a voulu anticiper un peu plus tôt. Mais c'est tellement une réalité, et ça ce n'est qu'un document. Moi je vous renvoie au rapport notamment de la commission d'enquête parlementaire sur la question de l'éducation, ou bien sur d'autres sujets. C'est pour vous dire seulement que c'est des rapports qui viennent s'ajouter à d'autres rapports. Les problèmes généraux sont connus. Ici, on a bien pointé du doigt le problème. Comment on le résout? C'est sur ça qu'on attend les acteurs de l'éducation. Oui, Bama. Non, moi, j'ai un sérieux souci avec ce problème, parce que quand c'est vrai que je n'ai pas la fameuse conférence de presse où ce rapport a été rendu public, mais quand j'ai lu un peu à gauche, à droite, j'ai lu que c'est un travail qui a été fait en 2 semaines, si j'ai bien compris. J'ai lu que c'était du 22 août au 4 ou 5 septembre que ça a été fait. Et je me demande si ce problème-là peut être jugulé en si peu de temps. Parce que pour avoir travaillé un peu il y a 2 ou 3 ans sur ce sujet, l'affaire des écoles qui ne sont pas dans les normes dans ce pays, ce que j'ai vu dedans, je ne pense pas que c'est un problème qu'on peut se lever en 2 semaines et pouvoir faire le tour. Si bien que le nombre même d'établissements qu'on dit avoir identifiés comme étant des établissements pirates, je me demande si on a vraiment fait, c'est vraiment exhaustif. Est-ce qu'on n'a pas laissé même le plus grand nombre même dans le noir, qu'on n'a même pas pu répertorier? Figurez-vous que quand moi j'ai fait ce travail, à Dapoya, en plein cœur de Ouaga ici, on avait un lycée qui est tout entouré de débits de boissons, et au sein duquel, à partir de 18h déjà, les putes sont déjà en train de disputer l'entrée avec les élèves, et tout autour il y a un bordel, et on a vu tout ça à Ouaga ici. Et quand on va dans les provinces, parce que moi depuis que j'ai vu ce rapport, j'ai essayé aussi de me renseigner un peu dans les provinces, comment le travail a été fait. Les gens sont arrivés dans certains chefs-lieux de région. On a convoqué les responsables de l'union des promoteurs d'établissements. On leur a demandé, est-ce que vous connaissez des écoles pirates? Donnez-nous la liste. Et puis on va... Mais on peut pas faire ce travail sur cette base-là et puis pouvoir faire un travail sérieux. Ce n'est pas sérieux de procéder comme ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent déclarer et ne pas déclarer ce qu'ils ne veulent pas déclarer. Et c'était au ministère de pouvoir prendre le temps d'aller lui-même sur le terrain, aller identifier les gens dans leur cachette là, pour pouvoir les mettre à nu. Mais s'adresser à des gens qui sont eux-mêmes intéressés dans l'affaire, qui n'ont qu'à dénoncer leurs camarades, je pense pas qu'on peut faire ce travail-là de cette façon-là. Oui, pour clôturer, Mipiki, donc cette affaire moins d'1 minute. rappelle un peu ce qui était déjà fait l'année dernière en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur. Un travail pareil avait été fait, où le document a été contesté par certaines personnes qui disent n'avoir jamais été rencontré. Alors pour venir en ce qui concerne ce travail du MENA, ce n'est pas nouveau comme beaucoup l'ont dit. Je me rappelle en 2011-2012, une telle tentative avait été faite. Le ministre à l'époque avait demandé au gouverneur de faire le point des établissements non en règle. Maintenant, le premier rapport qui est arrivé au ministère, c'était le rapport du gouverneur de la région de l'Est à l'époque, qui avait dit qu'effectivement, ils ont identifié un certain nombre d'établissements qui ne sont pas en règle, mais dans ces établissements, on a environ 2000 élèves
que lui, gouverneur, ne sait pas où les cager parce qu'on était déjà à la rentrée. Donc c'est pour dire que ça pose un problème. Actuellement, on est en train de tenter d'assainir le milieu, c'est bien, mais il aurait fallu le faire en amont parce que il faut le faire dès le début. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'État n'arrive pas à absorber tous les élèves. Vous savez que l'enseignement est beaucoup privatisé. Même dans les communes rurales, on a des établissements d'enseignement secondaire privés. Donc, c'est un besoin réel, ça correspond à un besoin réel. Le parent d'élève ne sait pas faire la différence entre un établissement normal et puis un établissement pirate. Donc, il va inscrire son enfant parce qu'il a vu un établissement qui s'est ouvert et peut-être c'est abordable. Et après, on demande de fermer, on ne sait pas où on met ses enfants, alors que l'État n'a pas la capacité de récupérer ses nouveaux élèves. Donc, je pense qu'il faut s'inspirer de ce premier rapport de 2011-2012 et pour faire en sorte qu'il faut peut-être empêcher l'ouverture de ces établissements dès le début, mais quand on les ferme au beau milieu de l'année ou on les ferme au moment où beaucoup de parents d'élèves comptent sur eux, ça pose un autre problème que l'État n'arrive pas à régler. Ok, on a bien compris en tout cas vos différentes positions sur le sujet. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Gabriel Kambou de Afrique Femme TV, Paul Miki Rwamba de Waga FM, Ladji Bama du journal Le Reporter et Boukari Woba de Mutation. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.